Est-ce que vous pensez encore qu'il est possible de réussir en France? Les amis, nous allons réagir au podcast que a lancé Anthony Bobon qui s'appelle Vraiment riche. Vous êtes sur mon podcast Vraiment Riche. C'est le seul podcast français où on va parler d'argent, de réussite sans complexe. On va pas mâcher nos mots, ça va pas être tiède, on va être cash. Tu l'as vraiment compris, c'est pas pour nous, c'est pour les gens qui sont vraiment riches. On va vous donner tous les tips. Dans quel pays vous devriez vous expatrier si vous voulez payer moins d'impôts? Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Savi. Et oui les gars, vous savez, c'est toujours un plaisir de vous revoir pour discuter, échanger. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très très important. Il y aura beaucoup de termes techniques. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de start-up, on va parler d'investissement, vous avez compris? Quelques années que je prends 20 millions par an sur ma holding et que je voudrais me descendre. Ok. Donc, quand tu fais le calcul, ça me fait économiser entre 6 et 8 millions par an d'être dans un autre pays. Et donc, en fait, ça devient indéfendable. Et donc, moi, je viens on va dire, de la classe vraiment populaire. Mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse. Donc, j'ai un peu le complexe de me dire j'ai l'impression d'avoir trahi ma patrie. Mais d'une manière tout à fait transparente, quand tu fais le calcul et tu te dis, moi, ma mission, c'est de mettre ma famille à l'abri, pas de faire du bien aux gens que je connais pas, en sachant que je trouve que les services publics sont dramatiques en France, l'école est catastrophique. Il a invité son associé dans Blast Club ainsi qu'un influenceur. On voit qu'Anthony Bobon il est remonté contre la France. Et il ne comprend pas pourquoi on peut donner autant d'argent, payer autant d'impôts. En tout cas, lui, dans son cas, lui, payer autant d'impôts et avoir un service qui ne représente pas, qui n'est pas à la hauteur. Je schématise un petit peu en me disant que moi j'ai décidé de quitter la France pour des raisons uniquement d'impôts, parce qu'il y a plein d'autres arguments qui m'ont poussé. Il y a la sécurité, il y a un désalignement avec la politique que je vois dans mon pays, beaucoup de retard, un problème de mindset, d'état d'esprit. Globalement, on va y revenir parce que la sécurité, c'est un sujet passionnant et il y a d'énormes problèmes. Mais ce qui est cool, et c'est ce qu'on va essayer de faire toujours dans le podcast, c'est que avec Samuel notamment, on a beaucoup creusé ces sujets de fiscalité. On a payé à titre perso sûrement des dizaines de milliers, voire plus, d'euros des avocats spécialisés, et donc on va pouvoir vous raconter quelles sont les possibilités, quel pays vous pouvez choisir. Et Sam, t'es très bon sur les chiffres, donc je te laisserai là-dessus, mais globalement aujourd'hui, quand vous êtes en France, vous payez beaucoup d'impôts, c'est quasiment impossible d'économiser quand vous avez travaillé pendant des années. Pour rappeler, Anthony Bobon, il avait quitté la France. Il a dit, il a répété, c'est pour des raisons économiques. Il paye beaucoup d'impôts. Selon lui, en tout cas, il paye beaucoup d'impôts. Surtout aussi, il est parti par rapport à des questions de sécurité. Voilà, en tout cas, c'est au moins un package qui a fait que, voilà, il n'a pas réfléchi 2 secondes pour pouvoir quitter la France. Et ce qui est intéressant, en fait, entre Anthony Bobon et son associé, en tout cas, c'est deux visions de la vie qui est complètement différentes, mais sont complémentaires. Anthony Bobon, bien évidemment, il n'a pas d'enfant, son associé, lui, a des enfants, donc forcément, sa vision des choses et aussi ce qu'il dira dans ce podcast, vous verrez qu'il relative un petit peu plus, il est un peu plus nuancé que Anthony Bobon. En fait, le grand sujet à la fin, je trouve, pour moi, c'est le sujet de la reconnaissance. C'est-à-dire que tu fais 5 millions de cash out, je me mets dans la situation de cette personne dont je parlais, tu es un dirigeant, tu as bossé 20 ans, tu vends ta boîte, tu fais 5 millions. C'est magnifique. Là, tu passes à la caisse, on te demande 1,7 million. 1,7 million, ça fait très mal. Mais à la limite, si tu les payes et que le monde te dit merci, à la limite, c'est cool. Mais là, non seulement on ne te dit pas merci, mais tu dois cacher la belle voiture que tu t'es achetée, t'as pas le droit de t'acheter une jolie montre non plus, et puis si tu as le malheur de t'exposer sur les réseaux en disant ça y est, j'ai gagné 3 ou 4 millions, tout le monde va te cracher dessus. Et donc en fait, c'est aussi ce manque de reconnaissance qui fait j'ai travaillé très dur, je l'ai volé à personne. Ensuite, je participe très largement pour aider le pays et tous ceux qui n'ont pas eu ma chance, on va l'appeler comme ça. Si vous voulez pas me dire merci, me dites pas merci, mais me tapez pas dessus, me crachez pas dessus et m'obligez pas à me cacher. Et en fait, quand tu vois le matraquage médiatique qu'on a en permanence, où on veut taxer les riches, taper les riches, les patrons c'est des méchants, en fait je peux pas tout faire. En fait je peux pas vous payer et me faire cracher dessus. Pour moi c'est ça le vrai fond du problème qui empêche ce patriotisme des riches. Ils ont parlé de beaucoup de choses et surtout vraiment par rapport à la France. Ils ont eu quand même des propos, je dirais, pas très gentils, pas très cool au niveau de la France. Moi, j'ai jamais eu de problème à payer des impôts. Et en France, on te dirait, tu vas payer 15, 20, 25% d'impôts. Mais c'est hyper bien cadré. Là, l'autre jour, j'étais malade. Enfin, ma copine était malade. Anna était malade. Elle était en France parce qu'elle faisait un shooting, etc. Il n'y a pas de médecin. Il y a aucun médecin. Elle a appelé. Je lui ai dit, en fait, mais nos limites. Tu vas aux urgences, c'est 12 heures d'attente quand ils ont appelé. SOS médecin, ils ont dit aujourd'hui, il y a trop de monde, il n'y a personne. T'imagines, tu payes des impôts. Moi, je paye des millions chaque année quand j'étais en France. C'est un peu comme un resto. Tu te dis, je paye 200 euros d'addition, mais si le cadre était bien, la bouffe était bonne et que le service était au top, j'ai pas de problème de payer 200 balles. Maintenant, tu me fais payer 200 balles, mais la bouffe est moyenne, le service est moyen et le cadre est dégueu, bah en vrai, c'est trop cher. Et c'est ça le problème de la France. C'est que c'est pas dans l'absolu que c'est cher de payer 30, 35 ou 40% d'impôts. C'est
comparé au service qu'on t'offre en face. Moi, je suis dans la rue avec mes enfants à Paris ou ailleurs. En vrai, je vais pas dire que je me sens en insécurité, mais je suis en alerte continue. Ouais, Juste, faut être vigilant. Tu sais jamais ce qui peut se passer. T'es jamais full détendu. Tu parles des services publics, des hôpitaux, des docteurs, c'est un vrai sujet aussi. Globalement, c'est un sujet global où juste c'est cher pour le service qu'on t'apporte. Moi, une fois de plus, comme j'ai dit, je réagis aux vidéos. J'essaie d'être le plus neutre possible. Et je pense quand même, par rapport à la France, on peut se poser des vraies questions. Il paye beaucoup d'impôts, mais en termes de service, il n'y a pas le service qui va derrière. Il a même donné l'exemple par rapport à sa copine, qui a eu un petit souci de santé. Quand il a cherché à joindre un médecin ou à appeler un médecin, il n'y a pas de médecin. Vous êtes vous-même au courant que il y a certaines spécialités médicales. Si tu veux te faire, je sais pas, moi, soigner les dents, des trucs un peu techniques, tout ça, il n'y a pas de médecin. Il a aussi parlé de ses investissements, notamment les investissements qu'ils font avec Blast Club. Parce que si vous voulez investir un jour en startup ou gagner de l'argent, parce que pour moi, investir en startup, Ouais. c'est la meilleure possibilité pour gagner de l'argent. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'investis plusieurs millions chaque année chez Blast. Mais t'adores le risque. Et j'adore le Ouais, risque, t'es un gros mais financier, pour moi, ouais. c'est un risque relativisé. Alors attention, je dis pas qu'il faut placer tout votre argent, etc. Mais quand tu investis dans des produits qui sont poussés par tes banquiers ou tu es surchargé en frais, lui te le pousse parce qu'il a une rétrocommission, c'est des vieilles SCPI pourries et quand tu as enlevé les frais, tu fais du plus 2, plus 3%, il est là le risque parce que l'inflation écrase ta t'es perte. Aujourd'hui, il a clairement dit que non, ils investissent beaucoup aux États-Unis. On connaît la mentalité des Ricains. Eux, mon ami, quand il s'agit d'investissement, quand il s'agit d'argent, c'est pas la même mentalité qu'en France. C'est vrai, là-bas, quand tu réussis, les gens t'applaudissent. Les gens t'encouragent à réussir. Quand on te voit avec ta belle voiture, ta belle maison, on voit qu'en tout cas, non, tu es quelqu'un qui excelle, les gens vont plutôt venir demander conseil, chercher à savoir comment tu as fait pour réussir. Tandis qu'en France, vous êtes d'accord, les gars, c'est différent. Les gens vont plutôt t'envier, vont plutôt dire, ah oui, comment il a fait pour s'enrichir, il a volé, il a arnaqué. En tout cas, là, Anthony Bourbon, on l'a vu, il a parlé de pas mal de choses, notamment avec son associé, d'investissement, leur stratégie notamment d'investissement dans les startups, comment ils font pour investir. En tout cas, eux, quand ils sélectionnent des startups, ils essaient d'investir dans plusieurs startups. Comme ça, en fait, il y a moins de risques. Quand vous choisissez un ou deux startups, mais que vous investissez dessus, les risques, elle est beaucoup plus grande. Tandis que quand vous investissez sur plusieurs startups, il y a de fortes chances que votre investissement soit sécurisé. Bref, les gars, je vous laisse écouter et puis on se retrouve après. Vous êtes sur mon podcast Vraiment Riche. C'est le seul podcast français où on va parler d'argent, de réussite sans complexe. On va pas mâcher nos mots, ça va pas être tiède, on va être cash. On va parler de la création de valeur jusqu'à la dépense du jet privé. L'objectif, c'est de parler de business, d'investissement, comment gagner de l'argent, comment l'investir, mais aussi comment le dépenser. Le lifestyle, c'est important, ça crée du rêve, ça crée de l'envie et on va faire en sorte de motiver les Français à réussir parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est compliqué. Dans le pays, on va aborder plein de sujets passionnants. Ça va aller de la longévité en passant par la création d'entreprises, les grandes tendances, l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est que vous ayez les réflexes pour réussir. Et l'idée, c'est d'avoir des personnes qui ont vraiment réussi, qui sont vraiment riches. Aujourd'hui, dans l'écosystème, malheureusement, il y a beaucoup de menteurs, beaucoup de gens qui donnent des conseils sans avoir réussi par eux-mêmes. Toutes les personnes que vous verrez sur ce podcast auront réussi, auront vraiment gagné de l'argent et seront crédibles pour vous donner un maximum d'informations. Je suis accompagné de deux super personnes que j'adore. On a des profils différents, donc on va souvent être en désaccord, mais c'est aussi la beauté du modèle. Vous allez pouvoir vous reconnaître dans certains profils. Déjà, mon cofondateur que certains d'entre vous connaissent, Samuel Guez, qui est un très très bon entrepreneur avec qui je n'aurais jamais pu réussir Blast. Et Roméo, gros profil aussi business, qui connaît tout sur le bout des doigts. Il a plus de 500 000 abonnés. Il est au contact de toute l'actualité et il va pouvoir servir de curateur, de fact-checker. Ça va être passionnant d'avoir sa vision quasiment journalistique. On va commencer aujourd'hui sur un sujet qui nous touche tous. Peut-on encore réussir en France? On sait à quel point le pays est compliqué, que ce soit d'un point de vue politique, sécuritaire, fiscalité. On va vous donner tous les tips. Dans quel pays vous devriez vous expatrier si vous voulez payer moins d'impôts? Comment réussir à lancer sa boîte et à l'optimiser? Comment utiliser les nouveaux outils, même si la France est en retard sur l'intelligence artificielle? L'objectif, c'est de vous donner un maximum de valeur que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien. Bonjour Samuel, peut-être tu veux te présenter rapidement pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore? Hello Anto, écoute, tu as fait ça très bien, merci. Donc, je suis le cofondateur de Blast, effectivement. Tu le sais mieux que personne. On a créé cette boîte ensemble il y a 4 ans maintenant. Et pour la petite histoire, j'ai une formation, moi, en finance à Dauphine. J'ai fait un petit passage dans une société de gestion. Donc, l'investissement et la finance, c'est ma passion première. Et puis après, par la force de choses, j'ai été entrepreneur où j'ai monté 3 boîtes successives, toutes dans la bougie parfumée, pas par passion pour le parfum, juste parce que je pense dans le business, pour gagner, il faut avoir un edge.
Il se trouve que je l'ai trouvé dans la bougie. Et j'ai cédé cette dernière boîte, la troisième, donc en 2022, avant de lancer Blast avec toi, il y a bientôt 4 ans maintenant. Ce qui est marrant, c'est que j'avais investi dans My Jolly Candle, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, comme quoi il faut toujours essayer, et c'est quand vous tentez des choses que vous créez des connexions. J'ai investi 100 000 euros dans ton deuxième tour de table, je crois. Exactement. J'étais à ton board, et en observant ta manière de travailler, je m'étais dit c'est dingue parce qu'on est très complémentaires. Il fait des choses que moi je ferais pas du tout, et inversement. On a continué à faire des petits business ensemble, des investissements, parce qu'on arrivait à analyser les dossiers de manière assez coordonnée. Et naturellement, on en est venu à créer ce projet Blast. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir lier à la fois le respect qu'on a pour une personne, quasiment l'amitié, j'ai envie de dire, même si on a cette relation assez particulière qui fait qu'on ne se voit pas en dehors du business, mais on se fait, je pense, très confiance. C'est-à-dire que on a cette proximité que je ne saurais pas comment qualifier. Et donc, entourez-vous toujours, c'est le premier feedback, de personnes que vous appréciez, que vous respectez et que vous admirez aussi, même si c'est des skills qu'on n'a pas forcément. Et donc, je suis ravi de pouvoir partager. Les membres adorent quand on parle tous les deux, parce que lui a vraiment la vision très finance, très carré, très pragmatique, père de famille, 2 enfants. Ouais. C'est vraiment la force tranquille, quand moi je vais être un peu plus le petit con, mais qu'on aime bien détester, et chacun avec ses spécialités. Pour qualifier notre relation, moi j'aime bien dire que t'es mon âme sœur professionnelle. Voilà, c'est comme ça que je le présente. C'est mignon. Ma moitié professionnelle. Voilà. Et puis on a Roméo aussi, ravi de te rencontrer. On se connaît depuis moins longtemps, salut, mais Anthony. j'adore aussi ton contenu, et je suivais ce que tu faisais. Et quand on a voulu faire le podcast, immédiatement j'ai pensé à toi. Je me suis dit, ce serait cool d'avoir ce troisième profil qui va apporter vraiment la cohérence. Tu es au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème, donc c'est super de t'avoir. Merci Anthony, merci Samuel. Donc moi je suis Romo Bac, je suis créateur de contenu, ça fait 3 ans que je fais des vidéos et aujourd'hui je suis quasiment à 500 000 abonnés sur toutes mes plateformes. Donc moi en fait ce qui me passionne par-dessus tout en fait c'est les 0 to 1. Donc rien que d'être à côté de vous c'est super parce que vous êtes l'exemple un peu en France du moment des 0 to 1. J'ai eu l'habitude de commencer avec les milliardaires et en fait c'est vraiment des gens qui m'ont donné envie de toujours me battre et d'être entrepreneur et de continuer la lutte parce qu'entrepreneur c'est difficile. Vous n'y arrivez jamais du premier coup, il faut savoir énormément de choses pour pas tomber dans les pièges et je trouve que c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Peu comment, voilà, 2 entrepreneurs et un créateur de contenu, réussissent à faire quelque chose d'incroyable de leur vie. En sachant qu'on vient tous d'un milieu plutôt standard, donc Ouais, tout à plus fait. ou moins kata en fonction de Ouais. nos histoires respectives. Mais globalement, il n'y en a pas un qui a hérité, dont le père était CEO, etc. Donc c'est un message d'espoir pour Exactement. les gens qui nous regardent. Si on l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Tout à fait. On a choisi de le faire à la maison parce qu'avec un nom qui s'appelle Vraiment Vraiment riche, riche. je pense que c'est le meilleur exemple. C'est clair. Et l'objectif, c'est pas d'en foutre plein la vue, c'est pas de dire regardez tout ce que j'ai, c'est plutôt de motiver, de dire on a réussi à le faire en partant vraiment de zéro. Et il y en a beaucoup qui le disent, mais c'est souvent le rare dans la réalité. Donc vous pouvez le faire aussi. Et d'ailleurs, c'est une chronique qu'on va mettre en place parce que la question qu'on me demande souvent sous les réseaux, c'est combien ça coûte. Combien ça coûte ta maison, combien ça coûte de faire une expatriation fiscale, combien ça coûte un lifestyle de riche, quand tu fais une soirée en boîte, le prix de ta voiture. Et on va revenir sur tous ces sujets, non pas pour encore une fois se focus sur l'argent, mais plutôt pour expliquer et donner de la perspective, parce que quand j'étais jeune, je pensais vraiment qu'1 million d'euros c'était un truc de fou, et en réalité aujourd'hui je me dis mais 1 million, mais tu peux rien faire en fait littéralement pour avoir un lifestyle évidemment assez élevé. Et donc, ça va être passionnant de montrer aux gens qu'il faut beaucoup d'ambition, parce que si tu veux avoir ce genre d'environnement, ça va envoyer dur. Ça demande. Et pour avoir de l'argent, le premier sujet, c'est de pas payer trop d'impôts, parce que sinon, tout ce que vous allez gagner, on va vous le prendre. Je schématise un petit peu en disant que moi, j'ai décidé de quitter la France pour des raisons uniquement d'impôts, parce qu'il y a plein d'autres arguments qui m'ont poussé. Il y a la sécurité, il y a un désalignement avec la politique que je vois dans mon pays, beaucoup de retard, un problème de mindset, d'état d'esprit. Globalement, on va y revenir parce que la sécurité, c'est un sujet passionnant et il y a d'énormes problèmes. Mais ce qui est cool, et c'est ce qu'on va essayer de faire toujours dans le podcast, c'est qu'avec Samuel notamment, on a beaucoup creusé ces sujets de fiscalité. On a payé à titre perso sûrement des dizaines de milliers, voire plus, d'euros des avocats spécialisés, et donc on va pouvoir vous raconter quelles sont les possibilités, quel pays vous pouvez choisir. Et Sam, t'es très bon sur les chiffres, donc je te laisserai là-dessus, mais globalement aujourd'hui, quand vous êtes en France, vous payez beaucoup d'impôts, c'est quasiment impossible d'économiser quand vous avez travaillé pendant des années. On a identifié avec Sam différents pays. Moi j'ai choisi la Grèce à titre personnel. La Grèce, il y a tout le monde aussi qui parle de Dubaï. Bon, là en ce moment c'est un peu plus tendu forcément,
Mais à titre perso, j'étais pas chaud d'aller là-bas parce qu'il y avait dans tous les cas 6-7 heures d'avion, le style de vie me correspondait pas. On va revenir dessus, en plus il y a beaucoup de pièges avec Dubaï, ça marche pas aussi simplement qu'on pourrait le penser parce qu'il y a une convention qui est plus dure que quand c'est un pays européen. Vous pouvez aussi aller en Géorgie, le Portugal, il y a la loi Beckham Toi, t'as tout avec creusé, toi. l'Espagne. Il a tout J'ai regardé. tout regardé. il sait. Et même Miami, en fait, c'est intéressant, on en parle Ouais. pas souvent, mais même Miami aux US, à certains moments précis, et on va revenir dessus, ça peut déclencher quelque chose de cool d'un point de vue fiscalité. Il y a l'Italie qui a mis un forfait en place également, donc il y a beaucoup de possibilités, et je pense sincèrement que la France devrait être capable de réinventer sa fiscalité, parce qu'au lieu de vouloir aller dans le bon sens, ils ont même tendance, comme a voulu le faire les Pays-Bas, à remettre une forme d'ISF, même sur la valeur des titres Ouais. que tu n'aurais pas encore vendus. Mais ça va Sur aussi les dans l'autre produits sens. hein. latents, ouais. Tu regardes l'Italie et le Portugal notamment. L'Italie a augmenté son forfait au fur et à mesure. Le Portugal, à un moment, sur les plus-values, t'étais à zéro, ils en sont revenus. Donc il y a eu ces pays, peut-être la Grèce va en revenir aussi. Ouais, faut faire Donc ces attention. pays qui veulent attirer les riches au début, et pour des raisons que j'ignore pour l'instant, en tout cas, ils sont en train de revenir. Et c'est sûrement parce qu'il faut de toute façon remplir la caisse. Hein, parfois. Ce que j'aimais avec la Grèce, t'en parles. Alors la Grèce, si je résume, hein, pourquoi il y a des gens qui vont pour la fiscalité, c'est que tu payes uniquement 5% sur les dividendes. Donc quand tu es entrepreneur et que tu as beaucoup d'argent sur ta holding, tu peux te le descendre à 5%, alors qu'en France, ça t'aurait coûté une flat tax à 34%, qui est en train de monter un petit peu plus chaque année. Et avant cette flat tax en France, tu t'es tapé l'IS, tu t'es tapé plein d'autres charges, évidemment. La Grèce, c'est passionnant parce que tu n'as même pas besoin d'avoir un forfait, c'est-à-dire que tu as la possibilité de faire un non-dom. Donc non-dom, c'est quand tu as des revenus de l'étranger, tu n'es pas domicilié en Grèce, et tu payes 100 000 par an, ce qui est un petit forfait. Ouais, Mais tu peux même faire du non-dom, enfin du DOM, ce qui est mon cas, où tu ne payes pas 100 000 euros, tu dois juste mettre ta holding dans le pays, donc c'est assez simple à faire, et à partir du moment où ta holding est grecque, tu ne payes que 5% sur tes Après, il faut dividendes. cadrer en vrai pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que on peut voir la chose différemment. Tu peux te dire comment j'optimise fiscalement si je gagne 50, 100 000 euros, 200 000 euros par an, qui sont déjà des très beaux salaires proportionnellement à ce qu'on gagne en France. Après, tu peux te dire dans le ventre mou où tu as une boîte qui va faire entre 1 et 5 millions de CA. Là aussi, c'est un sujet un peu différent. Et après, tu as la fiscalité du capital quand tu fais des plus-values, où là, ouais, en France, c'est vraiment un corps. Et si tu sors un billet de 3, 4, 5 millions, à mon sens, c'est à partir de là que la question de l'expatriation, elle se pose. Avant ça, c'est un petit peu trop tôt, trop coûteux, déraisonnable. Tu as souvent un poste, tu es souvent accroché quelque part. Et là où je te rejoins pas pour le coup, c'est je trouve qu'en France, autant, on en parlera peut-être après, mais il y a une très grosse complexité administrative qui fait que tu as très mal à la tête très vite. D'ailleurs, il y a un chiffre de fou. En France, il y a une étude qui dit qu'un chef d'entreprise, il passe genre 190 heures par an à juste faire des papiers. Alors, c'est juste assez incroyable pour répondre à toutes les entités, que ce soit le FIC, que ce soit l'URSSAF, le tribunal du commerce, l'OPCO, la médecine du travail. Bref, il y en a 12 comme ça, c'est sans fin. Ouais, c'est fou. Mais, en vrai, quand tu commences et que tu fais l'équivalent de l'auto-entrepreneur, c'est micro-entreprise, globalement, tu peux créer ton entreprise en slip dans ton salon en 30 minutes sur Internet. Tu peux aller jusqu'à 90 000 de CA. Et à la fin de l'année, tout compris, all in all, charge impôt, tu vas payer 28-29%. Je trouve que c'est très fair, c'est honnête. c'est pas confiscatoire, c'est simple. Et pour le coup, je trouve que la France, elle fait ça plutôt bien. Là où c'est plus compliqué, c'est quand tu as une boîte où effectivement tu commences à faire 4-5 millions. Et là, tu veux, admettons, je sais pas, te faire un salaire de 10 000 euros net, ce qui est beaucoup d'argent. Quand je dis net, c'est après les charges salariales, après les charges patronales et après tes impôts perso. Bah là, globalement, ça te coûte, je crois, c'est 2,40 € pour chaque euro que tu perçois à ta boîte. C'est 67% de taxes. Là, c'est vraiment, vraiment hardcore. Voilà. Donc, il faut catégoriser. Après, tu as la fiscalité du capital, où là, si on va au bout, bah, effectivement, en France, tu as dit 34, mais c'est encore plus récemment. Et tu as en plus une CEHR, contribution exceptionnelle sur les revenus, où tu peux monter à 36-37. Commence à être violent. Donc, un mec qui fait 5 millions de cash-out, il se prend 1,7 million dans la face, avec ses 35%. Alors qu'effectivement, tu vas en Italie, tu prends 300 000. Tu vas en Grèce, tu prends 100 000. Historiquement, au Portugal, c'était zéro, t'en es revenu. Tu vas en Belgique, je crois que c'est capé à 10%. Donc là, pour le coup, tu as des vrais millions d'écart. Et c'est là, à mon sens, que la question de l'expatriation, elle se pose. C'est quand tu vas matérialiser une cession de ta boîte, un bout de cession, ou alors tu as une boîte qui t'envoie 4-5 millions de dividendes par an. Ce que tu Mais dis, c'est que la avant, France, c'est c'est un bien peu- pour commencer. C'est Mais c'est super le pour scale commencer. qui est un peu plus compliqué. C'est sûr que quand tu parles en millions, moi je le vois, ça fait on va dire quelques années que je prends 20 millions par an sur ma holding et que je voudrais me descendre. Ok. Donc quand tu fais le calcul, Ouais. ça me fait économiser entre 6 et 8 millions par an Ouais, c'est d'être dans bien. un autre pays. Et donc en fait, ça devient indéfendable.
Et donc, moi, je viens on va dire, de la classe vraiment populaire. Mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse, donc j'ai un peu le complexe de me dire que j'ai l'impression d'avoir trahi ma patrie, mais d'une Ah, manière tout à fait transparente. Quand tu fais le calcul et tu te dis, moi, ma mission, c'est de mettre ma famille à l'abri, pas de faire du bien aux gens que je connais pas, en sachant que je trouve que les services publics sont dramatiques en France, l'école est catastrophique. Moi, j'ai été dans des endroits publics toute ma vie. C'était atroce, c'est-à-dire que j'avais du retard à tous les niveaux comparé à mes potes qui étaient dans les bonnes écoles. Et en fait, je veux pas contribuer à cet état d'esprit. Et je suis d'accord que d'un point de vue fiscal, la France est pas mal pour commencer. Mais tout ce qui est à côté est un problème. L'état d'esprit, ta sécurité, les gens que tu vas croiser au quotidien, les médias qui sont un vrai sujet qu'on va aborder aussi. Ça dépend qui t'es en vrai. Tu vois, si tu trouves que tu as réussi, tu as fait de l'argent, tu as gagné 5 millions et tu trouves ça très juste d'en rendre 1,7 million à la société parce qu'en vrai, bah, dans ta tête, tu es plutôt à gauche et tu dis qu'il faut aider les autres et qu'il y en a qui n'ont pas eu ta chance et que, bah, en vrai, l'insécurité, c'est la rançon du succès. Peut-être que Mais t'es fine en en général, quand tu es de payant. gauche, tu le restes pas longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai Ouais, c'est beaucoup de clair, tout le gens, monde même change. qui Ouais. votaient Mélenchon, et je vais pas donner de nom parce qu'il y en a qui sont autour de nous, que ce soit chez Blast ou chez des amis, ils votaient Mélenchon jusqu'à ce qu'il faille payer de la Ils aient un beau fiscalité salaire. sur des BSPCE ou un premier cash-out ou la réalité, c'est que tu penses à ta survie. En fait, on est des animaux, ni plus ni moins. Et donc, je trouve ça Ouais, très mais beau d'un tu fais côté 5 bobo. millions, tu vas survivre, tu vois. C'est-à-dire que même si tu payes 1,7 million, c'est pas comme si t'avais le couteau sous la gorge ou Quand le tu gun dois sur la lâcher tempe. 1,7 million et que tu sais qu'avec ce 1,7 million, tu aurais pu acheter un appartement à ta Oui, mais sœur, c'est pas de la survie. ça fait mal. Mais c'est pas de la survie. C'est de la survie de riche. Et, De riche. Mais ça change tout. C'est pas de la vraie survie, tu vois. non, vraiment, moi, j'ai beaucoup de mal à payer si je sais que les services en face ne sont pas bons. J'avais beaucoup creusé la question parce que il se trouve qu'il y a des milliardaires qui m'avaient proposé de financer une campagne. Ils m'avaient dit, tu devrais te Mhm. présenter en 2027 ou Ouais, 2032. d'accord. La politique, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. J'étais trop admirateur de Bernard Tapie pour voir où ça l'a mené. Ouais, c'est Mais clair. globalement, j'avais creusé le sujet parce que c'était passionnant. Les dépenses du pays français sont dramatiques. C'est-à-dire qu'on dépense des milliards, on est surendetté alors qu'on pourrait se mettre en surexploitation, en excédent budgétaire, on va dépenser, on creuse la dette chaque année dans des dépenses qui ne font aucun sens. Et je pense que tant que le pays n'aura pas pris des dispositions pour expliquer un plan de relance et pour expliquer où va notre argent, tu ne peux pas valider à participer, tu ne peux pas accepter de participer à ce vaste cinéma. En fait, le grand sujet à la fin, je trouve, pour moi, c'est le sujet de la reconnaissance. C'est-à-dire que tu fais 5 millions de cash out, je me mets dans la situation de cette personne dont je parlais, tu es un dirigeant, tu as bossé 20 ans, tu vends ta boîte, tu fais 5 millions. C'est magnifique. Là, tu passes à la caisse, on te demande 1,7 million. 1,7 million, ça fait très mal. Mais à la limite, si tu les payes et que le monde te dit merci, à la Ouais, c'est limite, clair. c'est cool. Mais là, non seulement on ne te dit pas merci, mais tu dois cacher la belle voiture que tu t'es achetée. T'as pas le droit de t'acheter une jolie montre non plus. Et puis, si tu as le malheur de t'exposer sur les réseaux en disant ça y est, j'ai gagné 3 ou 4 millions, tout le monde va te cracher dessus. Et donc, en fait, c'est aussi ce manque de reconnaissance qui fait j'ai travaillé très dur, je l'ai volé à personne. Ensuite, je participe très largement pour aider le pays et tous ceux qui n'ont pas eu ma chance, on va l'appeler comme ça. Si vous voulez pas me dire merci, me dites pas merci, mais me tapez pas dessus, me crachez pas dessus et m'obligez pas à me cacher. Et en fait, quand tu vois le matraquage médiatique qu'on a en permanence, où on veut taxer les riches, taper les riches, les patrons c'est des méchants, en fait je peux pas tout faire. En fait je peux pas vous payer et me faire cracher dessus. Pour moi c'est ça le vrai fond du problème qui empêche ce patriotisme des riches, qui fait que juste, mec c'est trop dur. Je peux pas donner et me faire embrouiller, c'est pas possible. C'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un petit problème d'image vis-à-vis des gens qui ont réussi. Et en fait, on le voit même dans tous les impôts qui existent. Tu vois, il y a à peu près, je crois, plus de 300 impositions. Si tu regardes les contributions, etc., on monte à 400. Donc forcément, l'image, elle est pas bonne. Moi, je me dis, demain, tu t'enrichis, tu veux te payer une piscine. Tu vois, tu veux faire du coup travailler l'économie, une entreprise locale. Bah là, tu dois payer un impôt sur ta piscine. Pareil pour ta serre de jardin, tu vois, genre tout ça. Même la farine, t'es taxé. Donc en fait, le modèle, il est pas bon. Je trouve que c'est super qu'on voit plus de milliardaires pour se dire en fait que c'est possible d'y arriver. En fait, que le plafond de verre, il peut être cassé, tu vois, il peut être brisé, qu'importe d'où tu viens. Et ça, c'est vrai que si on les aime pas, bah, ils vont pas vouloir se montrer. Et en fait, après, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Et là, on n'est pas du tout sur quelque chose Ça me fait penser, je crois que c'était d'optimiste, Bernard quoi, tu vois. Arnault qui avait donné au Resto du Cœur genre 2-3 millions. Et le mec Et on s'était a dit que fait c'était pas assez, lyncher quoi, bien sûr. médiatiquement parce que 2-3 millions, c'est rien pour Bernard Arnault. C'est genre juste ce Non, c'est mindset qui est jamais terrible. assez Ouais, bien. c'est clair. Et pour Ça moi, sera c'est jamais très dur. assez. Honnêtement, je suis tiré entre deux feux parce que je viens d'un milieu très défavorisé. Et aujourd'hui, on peut dire que je fais partie des riches. Et donc, je fais un grand écart. Et le grand écart, c'est jamais bon
pour les burnes, on dit en général, parce que tu es entre deux eaux. Et c'est dur parce que je voudrais jamais trahir les pauvres et je suis toujours du côté des pauvres. C'est-à-dire que je me sens plus proche des gens qui sont dans le dur, qui sont dans la rue, qui galèrent, que des riches qui sont souvent des héritiers, qui ont souvent pas travaillé. Donc je mettrais aussi une notion de méritocratie dans l'imposition. C'est-à-dire qu'un mec qui a Ok. hérité de son argent, mais qui a jamais créé de valeur, qui a jamais créé d'emploi, et j'en ai beaucoup autour de moi, des mecs qui vont en boîte de nuit, qui envoient des 15 000 par-ci, des 50 000 par-là, mais qui n'ont jamais bossé, je trouverais normal qu'ils soient taxés parce qu'ils vivent sur la rente. À côté de ça, il y a les créateurs de valeur, des start-upers, des 100%. entrepreneurs ou des héritiers qui reprennent des boîtes familiales et qui continuent de les faire grossir. Eux, je vois pas pourquoi on les défoncerait. Parce qu'en fait, un riche a le choix de partir. Et c'est là que c'est Ouais, c'est vrai. impossible de les convaincre de rester. À partir du moment où tu es mobile, et aujourd'hui, le monde, il est ouvert. Avec Internet, tu bosses de partout. Nous, avec Sam, dans la boîte, on est plus de 70 personnes, on fait tout en visio. C'est-à-dire qu'on a un Ouais, c'est bureau faux. si les gens veulent y aller, mais 95% de nos rendez-vous sont en visio, donc c'est facile pour nous d'aller à l'étranger et encore plus facile pour des milliardaires parce que nous on est toujours au stade de millionnaires. Et globalement la France doit comprendre qu'elle ne pourra pas retenir les gens. Et même quand on essaie de faire du coercitif et qu'on dit oui mais si vous êtes français on va essayer de vous taxer dans le monde entier comme les États-Unis voulaient le faire. La réalité, c'est que la France n'est pas assez puissante dans le monde pour imposer cette fiscalité. Et deux, tu peux rendre ton passeport. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, à chaque fois tout à que la fait. France va vouloir imposer plus de règles, le riche a des solutions. Typiquement, tu achètes une nationalité ou tu vas prendre une nationalité dans un autre pays. Acheter une nationalité, c'est 300 000 euros. Ça coûte rien, c'est facile. Hein. Et tu rends ton passeport. Tu dis voilà, c'est mon passeport, je suis plus français. Alors c'est un choix lourd de conséquences, mais j'ai plusieurs personnes autour de moi qui l'ont fait. Hein. Tu vois, pour rejoindre ce que tu dis, moi je suis plus résident fiscal français aujourd'hui, mais je suis résident fiscal espagnol et c'est plus cher que la France. Mais je suis fine avec ça en fait, parce que globalement, là où je vis aujourd'hui, bah déjà j'ai acheté du soleil et j'ai acheté la mer, et moi je le vis comme ça, je me dis c'est le prix du soleil et de la mer, mais globalement on me crache pas dessus toute la journée en fait, et j'ai pas besoin de me cacher parce que j'ai travaillé dur et j'ai réussi à m'offrir une belle maison. Donc c'est même, je pense que pour moi, au-delà du montant ou du pourcentage, la preuve étant, je suis parti dans un pays qui est plus fiscalisé que la France. En vrai, c'est le sujet de la reconnaissance et de la perception de la réussite qui me fait trop mal, moi, Et de perso, la pour rester en sécurité France. aussi. De la La sécurité qui sécurité, est... après, moi, je suis beaucoup moins exposé que toi médiatiquement. En vrai, j'existe pas, personne me connaît, j'ai pas de monde, pas de crypto, ni rien, donc j'ai bon espoir qu'il m'arrivera pas grand-chose. Non Mais plus, j'ai pas de Ouais, mais c'est crypto. dommage. Alors venez Ouais, pas me ouais. chercher pour la crypto, Personne de je n'en crypto ai pas. ici, ouais. J'ai des C'est montres, clair. mais elles sont à la banque. Et Mm. ça, c'est encore un vrai problème en France. Je suis un gros client Audemars, Patek, etc. Et mes montres, je peux pas les mettre en France parce que tu t'exposes à des sujets qui sont dramatiques. Mais je te rejoins complètement avant qu'on aille sur la sécurité parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus. C'est que globalement, même moi en Grèce, j'ai choisi un pays qui est plus fiscalisé que d'autres que j'aurais pu trouver. Mais le lifestyle, la qualité de vie, en somme, la qualité de la nourriture, la proximité avec ton pays ou la facilité avec les aéroports joue vraiment et rentre en ligne de compte. Et moi, j'ai jamais eu de problème à payer des impôts. Et en France, on te dirait tu vas payer 15, 20, 25% d'impôts, mais c'est hyper bien cadré. Là, c'est l'autre ça. jour, j'étais malade. Enfin, ma copine était malade, Anna était malade, elle était en France parce qu'elle faisait un shooting, etc. Il n'y a pas de médecin. Il y a aucun médecin. Elle a appelé, je lui ai dit en fait, mais nos limites. Tu vas aux urgences, c'est 12 heures d'attente quand Ouais, ils ont c'est appelé. clair. SOS médecins, ils ont dit aujourd'hui il y a trop de monde, il y a personne. C'est T'imagines, fou, hein. tu payes des impôts. Moi, je paye des millions chaque année quand C'est un j'étais peu en comme un France. resto. Tu te dis, je paye 200 euros d'addition, mais si le cadre était bien, la bouffe était bonne et que le service était au top, j'ai pas de problème de payer 200 balles. Maintenant, tu me fais payer 200 balles, mais la bouffe est moyenne, le service est moyen et le cadre est dégueu, bah en vrai, c'est trop cher. Et c'est ça le problème de la France. C'est que c'est pas dans l'absolu que c'est cher de payer 30, 35 ou 40% d'impôts. C'est comparé au service qu'on t'offre en face. Moi, je suis dans la rue avec mes enfants à Paris ou ailleurs. En vrai, je vais pas dire que je me sens en insécurité, mais je suis en alerte continue. Ouais, Juste, je faut pense. être vigilant. Tu sais jamais ce qui peut se passer. T'es jamais full détendu. Tu parles des services publics, des hôpitaux, des docteurs, c'est un vrai sujet aussi. Globalement, c'est un sujet global où juste c'est cher pour le service qu'on t'apporte. Et c'est ça qui fait que tu regardes ailleurs. Et c'est vrai que si tu compares au taux d'imposition que tu peux trouver similaire à la France, par exemple, il y a le Danemark. En fait, les Danois, ils payent beaucoup d'impôts, mais tous les services publics, ils sont contents. Alors que nous, malheureusement, je connais personne qui a passé un bon moment à l'hôpital. Mais c'est un rapport Tu vois ce que je veux dire? qualité-prix. En vrai, Ouais, tout la à fait. France, c'est un business. Il y a des impôts. Ouais, ouais, Tu payes quelque chose en face d'un service, t'as quoi? C'est bien pricé, c'est pas bien pricé. Bah, il se trouve que c'est pas bien pricé. tout à fait. Et ça amène un vrai sujet qui est clé, et à titre perso, c'est vrai que j'y suis exposé, c'est la sécurité. On a un gros problème de sécurité en France, et d'ailleurs, vous le savez, il y a un journaliste des Échos qui s'appelle Yves Villaginès qui s'amusait à mettre mon adresse personnelle sur Internet. Alors que ce Yves Villaginès, c'est le directeur du pôle start-up des Échos,
et qu'il avait lui-même rédigé plusieurs articles pour expliquer à quel point il fallait faire attention à ne Ouais, jamais c'est faire clair. leaker son adresse sur Internet, parce que c'est comme ça que les kidnappeurs, les gens qui vont chercher de la crypto, des mondes du cash, allaient Ouais, c'est fou. cibler les entrepreneurs. Et donc ce mec-là, qui avait déjà fait plusieurs articles contre moi, vient mettre mon adresse, et donc évidemment, énorme bad buzz, parce que j'en parle sur les réseaux. Tout le monde est indigné, ce qui est quand même assez rare, parce que quand je prends la parole, c'est souvent clivant, et donc il y a ceux Ouais. qui sont de mon côté, ceux qui sont contre. Mais pour la première fois de ma vie, tout le Tout le monde monde était était derrière. d'accord. Et on rappelle quand même qu'il y a eu plus de 40 kidnappings d'entrepreneurs en France. C'est-à-dire que c'est pire Et que rien que cette n'importe année, quel ouais. pays. Rien Rien que que cette récemment. année, en 2026. C'est-à-dire que c'est le Mexique, le truc. Et les pouvoirs publics ne font pas grand-chose. Ils ont mis Et en surtout, ils place... le cachent pour pas qu'il y ait une angoisse collective. Ils le cachent, on n'en parle pas. Et c'est bien pire ce qui se passe dans les kidnappings que ce qu'ils racontent. Parce que moi, j'ai de la proximité avec certaines personnes qui ont eu des soucis. Et je vous assure que les mecs qui sont payés 5 000 euros, ils vont pas se gêner pour toucher les gonzesses pendant qu'ils font les trucs. Bon, on l'a vu, certains sont même Couper fait les couper doigts. les doigts. C'est Ouais. C'est incroyable. vraiment passer un niveau de grand banditisme. Ouais. Et la France ne fait rien. Et donc, à partir du moment où le pacte social d'un pays, c'est de protéger ton peuple et que tu le fais pas, je n'ai plus à te payer en fait. Si je te paye un service que tu es censé nettoyer ma piscine, mais que tu l'as mal fait et que la piscine elle est dégueulasse, je te paye pas. Donc pourquoi je te paierais des millions d'euros d'impôts par an quand tu protèges pas ma sécurité? Moi j'ai eu plusieurs tentatives de kidnapping. Ils ont jamais retrouvé les mecs. Ça faisait 10 fois que je prévenais qu'il y avait des risques, des problèmes, personne n'a jamais bougé. J'ai eu le malheur d'acheter un flashball, ce qui est légal. C'est-à-dire que tu as un flashball, il faut un truc du médecin comme quoi t'es pas cinglé, et faire une T'as réussi à déclaration. l'obtenir, ça, quand Ouais. même? J'ai Du réussi coup, à l'obtenir, ouais, mais c'est j'ai bon. dû voir 3 médecins. Ouais, ça Le m'étonne pas. troisième m'a dit c'est bon, Ok, tiens, vas-y. je te le donne. Je lui ai donné 50 balles. Et après, tu dois faire une déclaration En à la mairie capital. Ouais. pour dire j'ai une arme Ouais, de j'ai un défense. flashball chez moi, quoi. Ouais, d'accord. Un flic m'a harcelé pendant des mois pour me dire vous devez venir à 7h du matin, expliquer pourquoi vous avez un flashball, etc. Je lui ai dit écoute, incroyable. je voyage tout le temps, je travaille dur, va sur internet, tu tapes Anthony Bourbon, tu vas voir qu'il y a marqué à côté 150 millions, que j'ai eu plusieurs menaces, que j'ai des policiers qui m'ont appelé vis-à-vis des enquêtes qui avaient en cours et qui ont dit votre nom sort dans les écoutes Ouais, c'est téléphoniques fou. des équipes fou. qui vous cherchent. Je lui dis ça ne Ouais. suffit pas, qu'est-ce que On tu veux que tombe je sur fasse? la tête, ouais. Et Ouais, au bien sûr. final, je suis vraiment la cible, et c'est aussi pour ça que je suis parti du pays. Et j'ai eu plusieurs problèmes à cause de cette visibilité. Et en France, il y a cet état d'esprit où tu n'es pas tranquille. Et on rappelle quand même que si un mec vient chez toi et que tu te défends, c'est-à-dire que tu te défends, soit tu l'allumes au flashball, soit il y a eu le cas d'un père de famille qui faisait du MMA, il a attrapé le mec, il l'a ceinturé, il l'a gardé le temps que les flics arrivent. Le mec a porté plainte pour séquestration. Ouais, Et c'est il a fou. gagné. Non, mais dans quel pays tu vois Mais ça? t'as Ouais, c'est t'as un clair. mindset en plus qui est dur, et je vais faire une comparaison qui peut être perçue un peu hard, tu vois, mais je trouve que toi, on pourrait te dire oui, mais t'as qu'à pas faire le beau avec tes millions sur Instagram. Ouais, Mais mais c'est aussi terrible et ça va pas, honteux ça. de dire ça que de reprocher à une fille qui s'est fait agresser dans la rue de dire oui, mais t'avais qu'à pas te mettre en mini-jupe. Tu vois, Ouais, on c'est marche sur clair. la tête. En vrai, je peux mettre ma mini-jupe et vivre normalement. Tu dois garantir ma sécurité, comme je dois pouvoir dire comment je vis et combien je gagne, et tu dois pouvoir garantir ma sécurité. Et ce qu'on te reproche souvent, c'est ouais, mais Anto, ferme ta gueule. Arrête de dire que t'as des millions, arrête de montrer tes maisons, et C'est tu le problème dormiras mieux. français. Ouais, mais c'est pas une bonne réponse quand je paye 30-40% C'est d'impôts, en horrible. fait. Mais même ça, enfin, tu vois, ça fait même pas marcher l'économie. Parce que si les gens qui ont de l'argent peuvent pas le dépenser parce qu'en fait, ils ont peur de se le faire chourer, bah en fait, personne va le dépenser son argent. Et le garder, ça va pas. Et d'ailleurs, la France fait que épargner. C'est un peu aussi ça le problème. C'est qu'en fait, il faut réussir à mettre cet argent dans l'économie. Et même ces toutes petites choses, bah, c'est ça qui bloque. Entre les impôts et la sécurité qui fait que t'as pas envie de dépenser ton argent, c'est bien dommage. D'ailleurs, à votre avis, combien ça coûte d'avoir une sécurité? Parce qu'on dit souvent il faut être protégé, mais c'est un budget qui est énorme. Combien vous pensez que ça coûte? En Chine, justement, alors il y a la Chine, il y a d'autres pays, même les US, c'est plus tranquille, hein, mais en Chine, tu as Jack Ma, là, le founder de Alibaba, qui pèse, je sais pas, 10-20 milliards, un truc comme ça. Lui, il se balade en vélo tranquille en ville, il fait son tai chi dans Ah. les parcs publics. Tu as l'autre fondateur, je sais plus comment il s'appelle, de BYD, là, les voitures électriques. Pareil, tu le vois faire ses courses détente. En Espagne, le fondateur de Zara, Inditex, pareil. Tout le monde sait où est-ce qu'il fait ses courses avec son caddie, solo, il n'a pas de sécurité, il est détendu. Et pour autant, on n'est pas dans l'extrême de Dubaï où tu peux laisser les clés de ta Ferrari sur le toit et on ne te la volera pas. Sans aller jusque-là, il y a des pays qui nous ressemblent, type l'Espagne, où pour autant ils ne sont pas dans une meilleure situation économique. Ça se passe bien. Et c'est dur parce que tu dois payer du coup un service de sécurité. Moi, j'ai un service de sécurité full-time. Il faut savoir que ça coûte entre 300 000 et 1 million par an. Si tu as une seule personne, normalement, c'est 1 000 euros par jour qui va t'accompagner. Mais si tu veux avoir quelqu'un H24, il faut faire les 3-8. bien sûr. Donc, il faut avoir 3 personnes qui se relaient. Donc, c'est 3 fois 1000 globalement. Et ça va te coûter 900 000, 1 million par an. Et ce qui est exceptionnel avec la France, c'est que tu peux pas le mettre dans ta société.
Alors que Mais moi, non. typiquement, Ah ouais. c'est parce que c'est mon travail d'être visible que je dois prendre un service de Ah, c'est sécurité faux. et je ne dois pas le mettre sur ma boîte parce que c'est un abus de bien social. Et donc, C'est encore faux. une fois, on me marche sur la tête en sachant qu'en France, c'est le pays le plus cher pour avoir de la sécurité parce que tu es obligé de passer par des agences spécialisées qui ont une sorte de licence, d'agrément, qui les autorisent à avoir des agents. Donc, tu ne peux pas recruter directement un agent, tu dois passer par une agence qui elle-même prend sa com. C'est Ouais, monstrueux. donc, Donc, tout est fou en fait dans le pays. Et ce que font les Français qui ont de la thune, ils recrutent à l'étranger, parce qu'à l'étranger, ben, tu n'as pas ces histoires d'agrément et compagnie, c'est beaucoup plus simple, tu peux prendre une sorte de freelance, et ils déclarent en tant que coach de sport, jardinier. Ah. Et c'est ce jardinier qui va vivre avec la personne pour les sécuriser. Après, pour redonner encore enfin, dézoomer, je pense qu'on parle de la France pour un segment de la population qui est mince, pour qui c'est difficile et pour qui on trouve que c'est cher. Après, je pense qu'aujourd'hui en France, quand tu es au SMIC, pour le coup, je crois que c'est pas cher. Je crois que quand tu es au SMIC et que tu gagnes 1 500 € par mois, bah, c'est plutôt bien pricé parce que tu as accès à des super. Enfin, tu as accès. En tout cas, tu payes pas tes services de santé. Les hôpitaux, notamment, sont gratuits. Les écoles sont gratuites. Tu as beaucoup Ouais, d'aides, ça, que ce c'est vrai. soit pour ta famille, que ce soit dans ton boulot, les aides professionnelles que tu peux avoir. Donc, c'est normal. Il faut que quelqu'un paye pour ce super pricing de ceux qui gagnent moins. Voilà. Mais Donc, c'est- c'est quand même un bon pays, je trouve. Un très bon pays si tu fais partie voilà, du Si tu es 25-30% pauvre les ou moins riches. moyen, mais comme le nom du podcast, c'est vraiment riche, si vous êtes vraiment riche ou que vous voulez devenir vraiment riche, il faut se mettre dans cet Ah état ouais. d'esprit de attention, je suis dans une zone de danger et moi j'ai toujours été paranoïaque sur tous ces sujets, j'ai toujours fait très attention pour éviter parce que je savais qu'à un moment je serais riche et j'ai pris ces réflexes. Mais c'est horrible de devoir avoir peur. Anna, ma copine maintenant qui commence à être visible, elle est obligée de faire attention parce que dans la Ouais, rue, il y c'est a clair. souvent des gens qui viennent lui parler. Et ça, c'est quand même ouf. Et il y a des gens parfois qui sont agressifs et qui viennent Ouais, dire bien sûr. ah, j'aime pas ça, je trouve que vous êtes des connards sur Instagram. C'est faux. Il y a vraiment une sorte de haine. Et j'en parlais avec Samuel, j'ai découvert quelque chose et c'était une erreur de ma part. Et pendant longtemps, j'ai dit il y a que ceux qui ont moins que vous qui vous critiqueront et qui vous détesteront. Quelqu'un mais qui a je pense que c'est réussi, ça. il va pas rager contre vous. Et Il en a fait, pas le j'ai le temps. contre-exemple d'un mec Ok. qui m'a appelé il y a pas longtemps, enfin que j'ai eu au téléphone il y a pas longtemps, qui est fondateur d'une boîte, qui a vendu sa boîte, qui a pris vraiment des dizaines de millions, et je le voyais commenter depuis des années sous mes posts ou sous les posts d'Anna dernièrement. Donc moi j'ai l'habitude ok. qu'on me critique si tu veux. Donc quand tu me critiques, je m'en fous, tu vois, c'est mon travail. Mais il commençait à critiquer Anna, t'es une pauvre meuf, t'es une conne, tu vas tout perdre, vivement que... Et je vois qu'on a 30, 40 amis en commun. Je me dis, mais qui est ce Ok. type? Je check et je vois que c'est un fondateur parisien qui a gagné de l'argent, il est père de Ah, il famille. était même pas anonyme, quoi. Même pas anonyme, Ok. il avait un Il a- compte avec un nom bidon, mais j'ai retrouvé Ok, très ouais, t'as rapidement en retrouvé, demandant d'accord. à des potes, c'est qui ce mec, vous le suivez sur Insta, Ok. donc c'était facile à retrouver. Et j'ai essayé de l'appeler pour comprendre. Je lui ai dit, écoute, ça m'intéresse, tu vois, vraiment, t'insultes une meuf qui a rien fait, pourquoi tu t'emballes? Qu'est-ce qu'on a fait pour déclencher cette haine? Et il dit, je vous déteste. Vous représentez tout ce que je déteste, Ok. toi t'es un sale Inverse, type. quoi. Ouais, c'est Et en fou. fait, je me suis dit, mais comment tu peux être jaloux ou comment tu peux avoir autant de haine injustifiée alors que je t'ai rien fait? Et il disait le classique, oui, mais Feed, ta boîte c'est de la merde. Moi, ma boîte, elle a fait plus d'argent. Feed, tu perdais de l'argent tous les mois et tu faisais la star à la télé. Et tu vois, il y avait une sorte de Ouais, c'est fou. haine parce que je sais pas ce qui lui manquait ou pourquoi il avait mais vraiment, tu sentais que c'était profond. Et ça a été évidemment impossible de parler avec lui. Et il insultait Anna, il m'insultait moi. Et donc, même quelqu'un qui a bien réussi peut devenir rageux, peut devenir violent. Il m'a dit de toute façon, je sais où t'habites, je vais venir te voir. Enfin, Peut-être Ouais, la c'est preuve fou. que l'argent ne fait pas le bonheur. mais je suis complètement Ouais, d'accord. bah Et c'est là, une on des dirait, phrases ouais. du podcast. Je veux toujours dire on vous ment quand on vous dit que l'argent ne fait pas le bonheur. On va vous expliquer pourquoi. Mais la réalité, c'est qu'il faut effectivement le prendre avec des pincettes. La phrase fonctionne si tu dis à personne égale. C'est-à-dire que si tu es la même personne, riche ou pauvre, tu seras forcément plus heureux avec de l'argent. Pour moi, il y a zéro débat. Maintenant, si tu es quelqu'un d'aigri de base ou que tu as des problèmes psychologiques ou j'en sais rien, bon, même si tu deviens riche, ça va pas Ouais, te ça va rien guérir. changer. Ouais. L'argent, c'est un bonus. Je dirais que c'est un accélérateur. C'est un accélérateur, un optimisateur. Ça va dupliquer ce que tu ressens Au plus initialement. profond de toi. Mais si tu es mal dans ta peau ou que tu as des vrais soucis, je pense que l'argent va pas aider pour la suite. Hein. Pour revenir sur ce que tu disais, en fait, c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc., le service français, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Mhm. C'est vraiment un paradis, la France, pour les gens classe moyenne, etc. Mais encore, en fait, si tu te rends compte que c'est les riches qui payent pour tout ça, et c'est le cas, en fait, parce que je crois qu'il y a
une personne sur deux qui est pas Je imposée. pense que c'est la prochaine génération qui paye pour tout ça, c'est sûr. Bah, il y a ça, mais il y a aussi, bon, bah voilà, en fait, les riches ils sont quand même ultra imposés. On Ouais. pense qu'il y a que l'impôt sur le revenu, mais c'est pas le cas. L'impôt sur le revenu, je crois que sur l'assiette totale de ce qu'encaisse l'État, c'est à peu près 7%, donc c'est pas du tout le cas. Tu vois, c'est vraiment eux, en fait, qui font tourner et l'économie et les impôts, tu vois. Donc, par exemple, le plus gros impôt que l'État encaisse, c'est les charges salariales et patronales. Et qu'est-ce qui les paye? C'est les patrons. Tu vois ce que je veux dire? C'est ces gens-là. Donc, Ouais, tu peux dire ça comme ça. donc je Tu trouve, en peux dire fait, ça in comme fine, ça. c'est eux, en fait, qui abreuvent la bête. Donc, en fait, tu peux pas leur cracher dessus. C'est grâce à eux, finalement, que tu as tout ce service. S'ils sont pas là, le service, personne paierait pour, quoi. Oui, tu Tu vois. peux dire ça, je suis Donc, d'accord, et ça revient au manque de reconnaissance. Mais moi, perso, ça me tient à cœur de dire que quand j'ai lancé ma première boîte, j'étais très content d'avoir le RSA à 400 balles qui me permettait de manger. J'étais non, très c'est clair. content pour aller voir le docteur et de donner ma carte vitale et que ça me coûtait zéro. Mais c'est ça qui est dommage. Et C'est qu'en c'est fait, très bien au début. tu C'est vois, très bien au tu vois, début. pour se lancer, en fait, c'est le paradis. Mhm. Tu vois, jusqu'à 60 000, t'es pas trop imposé, Ouais. c'est ce que tu disais. Donc, en fait, pour se lancer, c'est le plus dur. C'est là où tu y arrives. Et en fait, quand tu prends un next step, bah, c'est là, en fait, où ça devient difficile. Alors que c'est là où tu vas dépenser et faire des achats plaisir et faire fonctionner, en fait, toute l'économie. C'est ce que je disais, une piscine, tu vois, ce genre de truc. En fait, c'est toutes ces petites choses mises bout à bout que si on empêche et qu'on freine, bah, l'économie, elle peut pas se développer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de croissance. Oui, Tu vois. ouais. Ça Ouais, freine toute la mentalité. Et moi, mon message, je veux vraiment insister là-dessus parce que aujourd'hui, je défends quasiment les riches, chose que je n'ai jamais faite. C'est-à-dire que j'ai toujours été du côté des pauvres. Mais c'est vraiment essayer de trouver des solutions pour vous extraire de votre condition initiale, quitte à changer de pays dès le début. Nous, on le voit avec Blast, on investit plus de 150 millions d'euros par an dans l'économie, c'est donc énorme. dans les startups. On est les plus gros investisseurs en France dans le early stage, après la BPI. Donc, c'est quand même un sacré exploit en 2 ans, en 3 ans maintenant. Et la réalité, c'est qu'on investit de plus en plus aux US parce que ça devient trop compliqué en France. Et même la mentalité des VC, donc c'est les investisseurs professionnels, nous bloquent des deals. Ils disent ah non mais moi je veux pas qu'il y ait Blast parce que ils prennent trop de place, ils sont trop voyants, ils nous prennent notre business. Et donc ils bloquent des startups où on voulait investir alors C'est que fou, c'était ouais. positif. Alors que maintenant qu'on investit aux États-Unis, notamment au Y Combinator qui est le meilleur incubateur du monde, ils ont créé 1000 licornes, Ouais, ils c'est ont des fantastique. boîtes exceptionnelles, Airbnb, Stripe, Dropbox, bref, tous les gros succès sont passés par le Y Combinator. Là-bas, les start-upers, l'écosystème nous ouvre en grand les portes et nous dit merci d'envoyer, rien que chez eux, on a envoyé 50 millions l'année dernière. On est les C'est plus énorme. gros investisseurs YC dès la première année au Ah, monde, c'est que ce fou. soit en nombre de deals ou en termes de volume d'euros déployés. Et là-bas, les gens nous remercient, nous félicitent et nous aident. Et donc, on a accès à des deals incroyables avec le YC, que ce soit dans le early stage, les séries A, avec Andreessen Horowitz, avec des acteurs C'est mais incroyable. qu'on n'imaginait même pas aborder avant des années et des années. Alors qu'en France, si tu vas avoir n'importe quel fonds parisien qui déploie 5 fois moins que nous chaque année, ils vont faire les stars, ils vont avoir cet état d'esprit, non, mais ils viennent pas de notre milieu, ils n'ont pas fait Un les peu grandes feutré, écoles, ouais. ils sont pas légitimes. Donc il y a un vrai souci, et quand tu vois aux États-Unis comment ça se passe, c'est un autre état d'esprit. Et on y va régulièrement avec Samuel, et d'ailleurs là j'y vais aussi avec des membres Blast, on invite des membres à venir avec nous pour Trop montrer cool. comment ça se passe. Il y a une énergie qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, il est dans l'humilité parce qu'il a pris des centaines de millions et dit j'ai loupé, j'aurais pu faire une boîte qui valait des milliards, mais je ferai mieux la prochaine fois. T'as des mecs Fort. qui arrivent en tongs, mais il y a cet esprit humble, mais aussi ambitieux. Là-bas, t'as pas honte de dire je veux être milliardaire. Et quand t'échoues, les gens t'applaudissent parce que t'as essayé. En France, si t'échoues, les gens se moquent de toi. Et même moi, Fid, on n'arrête pas de me le dire, tous les entrepreneurs. Oui, mais Fid, t'aurais pu faire mieux et machin, donc t'es pas légitime. Comme si Fid, cet échec relatif, puisque j'ai quand même gagné plusieurs millions, on a fait une belle boîte, c'est moins gros que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Mais malgré tu t'es tout, extirpé de ta situation. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai On rebondi. peut pas parler ça d'un échec alors que c'est ça qui t'a rendu millionnaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est pas parce qu'à la fin, il y a cette finalité que c'est pas un succès quand même. Enfin, Et ce qui est ça, toujours c'est- drôle en France, c'est que les gens vont te dire oui, mais c'est facile parce que tu as levé de l'argent. À l'époque de 2018, c'était possible. Si tu n'avais pas levé 30 ou 40 millions, tu n'aurais pas pu le faire. Mais oui, mais il fallait le faire toi aussi. ouais, bien sûr. Tu vois, je veux dire, les gens et critiquent toujours ceux qui ont réussi rétroactivement. Mais c'est comme aujourd'hui, si tu n'investis pas dans l'intelligence artificielle, si tu regardes pas le quantique, si tu n'es pas chez YC, si tu n'investis pas dans les startups, dans 5 ans, les gens diront ah, mais c'est facile, toi, tu as investi dans l'IA. Bah oui, mais il fallait Ouais, le tu faire, pouvais mec. le faire. C'est comme le Bitcoin en 2017. C'est exactement la Exactement. même chose. Quand tu as des gros trends, et on va y venir, on va en parler plus tard dans le podcast parce que c'est super important que les gens comprennent les opportunités qu'il y a en ce moment, il faut les saisir et il faut pas être dans la haine, faut pas être dans la jalousie, dans l'envie, dire oui mais toi t'as fait ci, t'as fait ça. Non, mais c'est un truc presque culturel, je pense, tu vois. C'est-à-dire, en France, on a ce truc.
liberté, égalité, fraternité. Et je pense en vrai, collectivement, ce que tout le monde retient, c'est plutôt égalité. Et je pense que, tu vois, culturellement, sociologiquement, on est un pays historiquement à gauche, tu vois. Et donc le fait de réussir, c'est un petit peu trahir ce sujet d'égalité, tu vois. C'est-à-dire que si tu fais mieux que les autres, alors on n'est plus égaux. Et je pense que ça vient de là, cette histoire de culture. Alors qu'aux US, tu vois, leur devise, c'est In God We Trust. In God We Trust, c'est en vrai, on te fait confiance, je vais travailler dur et je te fais confiance pour la suite, tu vois. C'est vraiment le fond de la méritocratie. Et ces deux cultures, à la fin, pour moi, qui sont très différentes, bah, de là vient découler le rapport au risque, la fiscalité, le mindset des entrepreneurs. Là où effectivement, là-bas, l'échec est encouragé, valorisé, on va te pousser encore. Et tu n'auras pas du tout honte de mettre ta Maserati ou ta Lamborghini sur Instagram et tes voisins ils te diront bravo, you made it, tu vois. Là où en France, en vrai, si tu y arrives, mec, vaut mieux la cacher parce que si tu mets ta Lambo dehors, tu vas prendre un coup de clé ou on va te la casser en fait. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Hein, quand nous, on est au Y Combinator et qu'on est dans cet écosystème, là-bas, c'est une planche à Ouais, vous le billets. sentez, Ça quoi. imprime. Tout le monde a ce goût du risque. C'est-à-dire que les propriétaires, là-bas, ils ne demandent pas des loyers en euros. Ils demandent des actions des startups de Ouais, Y des Combinator equity. parce qu'ils savent que ça explose. Pareil pour les avocats. Il y a cet état d'esprit. On veut aller plus gros, plus loin, et personne ne va te le reprocher. Et c'est pour ça qu'il y a 3500 milliardaires dans le monde, il y en a un quart qui sont américains. Il n'y a pas de secret, parce que là-bas, tu as cet état d'esprit de dépassement. C'est-à-dire que tu échoues, tu reviens. Regarde Trump, aujourd'hui, il est président, il avait Finance 1 milliard de dettes. Non, c'est clair. Steve Jobs, il s'est fait lourder, il a recréé d'autres boîtes, il a fonctionné, il est revenu chez Apple. Il y a cet état d'esprit de la renaissance, quasiment. Et c'est Non, un c'est peu ce clair. qui m'est arrivé. Moi, j'ai échoué plein de fois. Quand j'étais dans la rue, je suis revenu. On a fait feed, ça s'est passé moins bien que prévu, je suis revenu. Et c'est-à-dire que cette résilience, cette capacité à toujours te réinventer, c'est ce qui fait la différence. Et puis tu as l'écosystème qui t'accompagne. Tu vois, quand tu dis des boîtes qui fail aux US, tu retournes voir des fonds d'investissement derrière. C'est pas parce que tu as fail une fois qu'on va pas te refinancer. Bien au contraire, on se dit c'est autant d'erreurs que tu vas pas refaire et on va te refinancer. Et donc c'est tout l'écosystème qui t'accompagne dans cette renaissance ou dans ce rebond. Alors qu'en France, oui, c'est vrai, tu as moins ça, mais moi je pense que c'est culturel, tu vois, on ne pourra jamais faire grand-chose. À partir du moment où on te dit c'est l'égalité entre tous, bah égalité entre tous, ça veut dire que frérot, Adam t'as pas le Newman. droit de gagner plus que moi. Adam Newman Ouais, qui a fait incroyable. WeWork, il plante WeWork, il avait son investisseur Andreessen Horowitz A16Z pour ceux qui Et sont 16Z. familiers. C'est une Z, ouais. Bon bah il remet de l'argent dans la boîte d'après, alors que Adam Newman a vraiment fait de la merde dans WeWork. Et il y a une série d'ailleurs sur Netflix, We Crashed, qui est vachement ou qui est sur vachement Apple, bonne, je sais ouais. plus, mais qui est très stylé. À Et- voir, hein, pour ceux qui l'ont Ouais, pas il vu. faut que vous la regardiez. We Crashed sur, ouais, je crois que c'est sur Apple, Apple, TV, ouais. sur l'histoire de Il y a celle-ci, WeWork, elle est il y folle. a celle de Spotify qui est cool aussi, la Ouais, qui est série. sur Netflix. Ouais. Et il y a celle de Terranos. Il y a Il y Terranos, a Terranos aussi. et il y a Uber aussi. Uber, ouais. Et c'est Et- important de regarder les séries business. Hein. Mais celle de WeWork, en plus, c'est vraiment la réalité. C'est exactement la même chose que le livre. Enfin, Ouais, faut vraiment il la est voir. vraiment bien. Et il faut regarder. Il y a celle de Nintendo aussi, de BlackBerry. Il y en a plein. Essayez toujours de regarder des films. Ouais, Nous, bien c'est sûr. ce qu'on fait, en tout cas avec Sam, qui vont vous apprendre quelque chose. Tu vois, si c'est un truc, un film d'horreur et tout, c'est cool de temps en temps, mais t'apprends rien. Là, quand tu regardes ce type de série, il y a du business. Bon, après, il y a des séries, même Breaking Bad, je pense que ça t'apprend des choses. Ouais. Ça t'apprend à scale ton business à l'international. Moi, ce que je retiens, c'est que pour faire une grosse billion-dollar compagnie comme ça, faut quand même avoir un sacré grain dans sa tête. Ils sont tous fous, hein. Ils sont Et tous c'est un fous. sujet intéressant, Ouais. c'est-à-dire que tous mes potes qui ont réussi autour de moi ont tous un grain. C'est-à-dire que vous devez Mais embrasser, réussi à un niveau, pas genre tu gagnes 10 000 euros par ouais, mois. ouais, réussir en millions, Voilà, en beaucoup de ou en millions. dizaines de Mais millions. je pense qu'il y a le scale aux États-Unis. C'est-à-dire que vous, si vous aviez fait Blast aux États-Unis, vous auriez ce même scale. Je suis sûr que Bah, vous je pense toucherez. qu'on aurait fait beaucoup plus Bah, gros, voilà, c'est-à-dire qu'on serait tu vois. milliardaire. Donc vous serez milliardaire avec un grain. Mais aux États-Unis, quand on va là-bas et qu'on raconte notre business model, qu'on raconte ce qu'on fait, les gens me disent ah ben c'est cool, vous êtes milliardaire, parce que dans leur tête Ouais, c'est pour eux, déjà bien sûr. fait et ils le voient en mode américain. Et je pense sincèrement que Blast va nous rendre milliardaire parce que ça vaut déjà 400 millions, ça fait 3 ans et ça va continuer de monter et le business model est vraiment exceptionnel. Mais aux États-Unis, il y a cette admiration. On n'a pas un seul VC, donc investisseur professionnel, qui nous a critiqué ou fermé des portes. Mais en même temps, on est cute. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est évident que ça va être très gros, mais à la fois, tu dis je fais 50 millions de CA, c'est cute. C'est mignon, c'est pas un truc gros là-bas. C'est-à-dire l'économie est tellement énorme, les ordres de grandeur sont tellement fous que 50 millions, t'es cute. Mais vous êtes quand même parmi les plus gros investisseurs de YC. Ouais, ouais. Donc, Ouais, c'est là où tu relativises et tu te dis quand même, qu'est-ce que dès vous la avez fait, c'est première année, incroyable.
on pensait pas être si gros. Après, ce qui fait notre force, c'est qu'on est très bon dans l'opérationnel. Et donc, on permet d'ailleurs à nos membres d'injecter à partir de 500 € dans les projets de YC. Et on investit dans beaucoup de startups à chaque batch. C'est-à-dire que YC, comment ça marche pour ceux qui connaissent pas? Tu as 4 quarters, donc 4 trimestres. Et une fois par trimestre, YC, qui est l'incubateur, va sélectionner 150 startups, les meilleures startups de l'écosystème selon eux. C'est plus dur de rentrer à YC qu'à Harvard, c'est moins d'1% de succès. Et ces 150 personnes vont être briefées, aidées, boostées pendant 3 mois avec les meilleurs entrepreneurs du monde. Hein. Là, tu bosses Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. avec les top guys de la vallée. Et à la fin de ces 3 mois, tu fais ce qu'on appelle le démo day. Donc, tu vas pitcher devant des investisseurs qui sont sélectionnés sur le volet. Et là, tu lèves de l'argent. La réalité, c'est que, et c'est toujours pareil avec les US, les meilleures startups, elles ont réussi à lever de l'argent avant le démo day parce qu'elles sont tellement sexy que des investisseurs Trop comme cool. nous leur ont passé un coup de fil, leur ont dit non, donne l'argent avant le démo day. avant Donc, le c'est démo day. bizarre, mais il y a un Brillant. filtre dans le Ok. filtre du filtre. C'est-à-dire que le démo day, c'est déjà les moins déjà bonnes trop boîtes tard, quoi. Ok. de celles qui ont été filtrées par le Ok. Y Combinator. Et nous, on arrive à rentrer dès le début du process, et c'est ce qui fait fou. notre force. Les investisseurs classiques ne peuvent pas le faire, parce qu'un fonds d'investissement classique, il n'a pas la possibilité de faire 60 chèques aussi rapidement, de signer 60 Ouais, term c'est sheets, fou. etc. en une semaine et demie. Et c'est là que nous, on est très bon. Mais le YC, c'est vrai que c'est une opportunité exceptionnelle. On n'aurait jamais imaginé pouvoir le faire, parce que les rendements moyens, juste pour les gens qui nous écoutent et qui le comprennent, médian, c'est x10. C'est-à-dire que Ouais, si c'est tu as dingue. investi dans au moins 4 boîtes différentes de chaque batch pendant 8 quarters, si je dis pas de bêtises, donc 2 ans, tu as un multiple médian de x10. Et le pire des investisseurs, le pire depuis le début que ça existe chez YC, il a fait x5. Et le c'est fort. médian, c'est x17, je crois. Le médian, c'est haut, 10 et le meilleur, c'est le effectivement meilleur, c'est x17. x17. Mais il faut préciser pour ceux qui nous écoutent quand même que les performances passées ne présagent c'est pas des clair. performances On fait toujours futures. très attention avec Blast parce que c'est Ouais, vous êtes évidemment un obligé. business qui est encadré, on est réglementé, on a un agrément AMF et donc on ne veut pas vendre du rêve. Et c'est pour ça qu'on dira toujours les risques, mais aussi les gains potentiels. Et quand tu investis en start-up, Et tu peux pas notamment promettre, en hein. France, tu sais qu'il y a des possibilités de faillite et D'échec, que il faut investir dans un maximum de lignes possible parce que si tu choisis 2 startups et tu mets ton argent dessus, il se peut, T'es et sûr ce de sera perdre, même probable t'es que les quasiment 2 sûr de startups perdre. meurent. Alors que si tu as investi dans 50 boîtes, et c'est ce qu'on propose avec YC, c'est assez facile d'investir dans beaucoup de boîtes, là pour le coup tu sécurises ton portefeuille parce que tu en as toujours qui vont fonctionner et qui vont te ramener la performance du portefeuille. C'est la power law et tu l'expliques bien, peut-être tu peux en parler. Et écoutez, parce que si vous voulez investir un jour en startup ou gagner de l'argent, parce que pour moi investir en startup, c'est la meilleure possibilité pour gagner de l'argent. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'investis plusieurs millions chaque année chez Blast. Mais t'adores le risque. Et j'adore le Ouais, risque, t'as un gros mais prononcé pour sur moi, le c'est un risque relativisé. Alors attention, je dis pas qu'il faut placer tout votre argent, etc. Mais quand tu investis dans des produits qui sont poussés par tes banquiers ou tu es surchargé en frais, lui te le pousse parce qu'il a une rétrocommission, c'est des vieilles SCPI pourries et quand tu as enlevé les frais, tu fais du plus 2, plus 3%. Il est là le risque parce que l'inflation écrase ta perf. Quand tu fais de la startup et que tu fais un vrai bon portefeuille et que tu mets 5, 10, 15% de ton patrimoine, pour moi, c'est une évidence. Ouais, mais c'est pas à la portée de tout le monde que de faire un portefeuille suffisamment diversifié en startup avec juste 5 ou 10% de son patrimoine. Imagine, tu as 100 000 € de patrimoine liquide, tu fais déjà partie des gens qui ont un beau patrimoine liquide, tu veux mettre 10%, ça te fait 10 000 € en startup, il faut se faire un portefeuille d'au moins 10-20 boîtes, ça veut dire un ticket entre 500 et 1000 € par boîte. Donc voilà. C'est exactement ce que fait Blast. C'est exactement ce qu'on propose et je retombe bien sur mes pieds, mais ça veut dire que effectivement, si tu veux respecter ces proportions-là, il faut déjà que tu aies un portefeuille liquide de 100 000 €. C'est pas donné à tout le monde. De toute façon, dans le milieu startup, il y a tellement plus de chances d'échec que de réussite qu'en fait, il faut lisser son risque sur plusieurs startups. C'est ça. Enfin, tu La vois, power c'est- law. Explique la power law. Ouais. Ouais, la power law. Après, attends, avant de rentrer dans la power law, il y a quand même startup et startup. Typiquement, aujourd'hui, est-ce que OpenAI, c'est une startup? Tu vois, ça vaut 700, 800 milliards. Oui, c'est une startup. Est-ce que OpenAI va mourir demain? C'est quand même peu probable. Donc, Ouais, il faut maintenant, juste c'est dire que dans improbable. les startups, tu as différents profils de startup. Tu as celui très early stage VC qu'on appelle du seed. La boîte, elle a une idée. Elle vaut 5, 10, 20 millions la boîte. Et là, globalement, tu en as 5, 6, 7 sur 10 qui vont mourir. C'est le profil de startup le plus risqué de tous. Après, les startups, elles évoluent. Tu en as qui meurent et tu en as qui font un nouveau tour de table. C'est ce qu'on appelle une série A. Et là, globalement, la boîte a quand même beaucoup moins de chances de mourir à ce stade. Elle relève de l'argent. Et là, je sais pas, tu peux te dire que tu vas avoir une boîte sur 3 qui va mourir. Et ensuite, tu passes en série B, C, D, des grosses licornes, où là, la proba que tu meurs, elle est proche de 0. Par contre, tu n'as pas le droit de rêver de faire x50. Donc,
Il y a investir en startup, moi je trouve ça super enrichissant intellectuellement, mais il faut aussi investir sur le profil de maturité de startup qui convient à son profil de risque. Moi je suis un mec, Ouais, j'aime c'est beaucoup malin. moins le risque que toi, on le sait, et c'est pour ça qu'on est très complémentaires aussi. Globalement, dans mon portefeuille, j'ai oui beaucoup de startups, mais beaucoup plus de startups matures en proportion que toi, parce que moi l'idée de me dire que je vais mettre 10 000 ou 20 000 balles, ça me terrorise sur une startup. Donc il faut en mettre plusieurs. Pour revenir à ta question sur la Power Law, et la Power Law, ça marche tout particulièrement sur quand tu investis très tôt dans les boîtes très très tôt en seed, j'en parlais au début, où là, globalement, il faut faire beaucoup de lignes. Pourquoi? Parce que le rendement, il provient de la Power Law. La Power Law, ça nous dit quoi? Ça nous dit que l'extrême majorité de la performance financière d'un portefeuille de startup va venir d'une extrême minorité d'investissements. Donc en gros, tu vas te faire un portefeuille avec 20 startups, tu en as une qui va tout casser. Et c'est cette startup-là dont la performance va faire plus que compenser la perte sur les 60 ou 70% restants. Et c'est là l'importance de se faire un portefeuille qui est très diversifié, justement, et de ne pas louper celle qui va cartonner. C'est ça la Power Law. Et d'ailleurs, il y a cette super histoire, je crois que c'était Sequoia qui avait investi dans Airbnb au tout début, je crois, valo de 2 ou 3 millions. Au final, les mecs, ils font x1000 sur la ligne. Et sur leur fonds global, ils font x30. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le fonds où ils font x30, s'ils n'avaient pas investi dans Airbnb, je crois qu'ils faisaient que x2,5 ou x3. Et c'est ça la Power Law, c'est que tu veux attraper la pépite qui va faire toute la performance de ton portefeuille. Et c'est pour ça qu'on encourage et on oblige nos membres à diversifier un maximum et à faire au moins 5-10 lignes, c'est le minimum quand tu fais du seed. Mais c'est pour ça aussi maintenant qu'on propose des boîtes beaucoup plus matures pour que si les gens ont envie de mettre que 3-4 tickets, eh ben, ils puissent les mettre dans des boîtes plus matures avec un profil de risque bien moins important, avec une probabilité de perte qui est bien moindre. Les gars, j'espère qu'en tout cas, vous avez kiffé tout ce qu'ils ont pu dire sur la France, sur leur manière d'investissement. Donnez-moi à travers un commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Bref, les gars, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la ça fera un grand plaisir. Et bien évidemment, les gars, moi, je vous dis à la prochaine.